Salut et bienvenue dans Long Live, le podcast de la longévité. Aujourd'hui, nous allons toucher un sujet qui finalement nous concerne tous, qu'on le soit, qu'on ne le soit pas encore ou qu'on rêve de l'être, les grands-parents. Les grands-parents sont une clé pour lire toute notre vie, ils créent du lien entre tous, ils nous permettent de nous envisager aussi en tant qu'enfants. Quel enfant on a été, qui sont vraiment nos parents, quels grands-parents on a envie de devenir. Cet entretien, c'est une mine d'informations, mais surtout une vague d'émotions pures. Nous recevons Sophie Gaillet, la fondatrice du site et de la newsletter Grand Mercredi. Elle vient nous faire part de son expertise et de ses observations. On a adoré cet échange et on est sûr avec David que vous aussi, que vous soyez ou pas grands-parents, vous allez adorer l'écouter. Bonjour Sophie. Bonjour Lucie. Merci beaucoup de venir répondre à mes questions parce que ce sujet de la grand-parentalité me touche, vraiment est très important pour moi, d'un point de vue psy, mais aussi préparation, mes parents, donc je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Et c'est vrai que quand David m'a parlé de toi, moi je ne connaissais pas Grand Mercredi. Et je m'attendais à rencontrer une femme assez âgée, une grand-mère en fait, tu vois, qui avait un peu exploré cette thématique de la grand-mère. Et donc là, je me retrouve en face d'une femme, t'as quoi, 40 ans ? Oui, 40 ans. La quarantaine. Et donc ça fait déjà plus de 10 ans que tu explores ce sujet. Donc comment ça se fait qu'à 30 ans, tu aies eu envie de t'intéresser aux grands-mères et aux grands-pères ? En fait, c'est assez simple. Je me suis rendu compte qu'il y avait 20 millions de seniors en France et que 85% d'entre eux allaient devenir grands-parents. Donc, il y allait avoir à un moment donné 20 millions, c'est le cas aujourd'hui, de grands-parents en France. Il y a 20 millions de grands-parents en France. Oui, il y a 18 millions et demi aujourd'hui de grands-parents en France. Ah, c'est énorme. C'est énorme. C'est un très, très grand marché. C'est une grosse partie de la population. Et donc, ça fait quasiment 30% de la population française qui, à un moment donné, devient grand-parent. Et surtout, ils deviennent grands-parents et ils le restent jusqu'au bout de leur vie. Donc, c'est pas un rôle qu'on rend. C'est un rôle qu'on attrape quelque part à un moment donné de sa vie et qu'on a jusqu'à la fin de sa vie. Donc, moi, c'était un rôle qui m'intéressait de ce point de vue-là. Et parallèlement à ça, mes parents sont devenus grands-parents respectivement à 52 pour ma mère et 62 pour mon père. J'ai vu une révolution s'opérer chez eux que je n'avais pas soupçonnée du tout. Moi, je m'étais dit, je vais devenir maman, ça va être incroyable cette révolution, je vais me réorganiser, je vais être bouleversée, etc. Et en fait, le bouleversement, je l'ai plus vu chez mes parents. Ah bon ? Et quelque part, chez les amis de mes parents, qui étaient ces grands-parents nouvelle génération, que je regardais de loin en me disant, mais c'est incroyable, ils sont en train de tous se réorganiser pour s'occuper de leurs petits-enfants. Certains disent non, disent pas tout de suite. Certains prennent leur rôle immédiatement à bras-le-corps. D'autres bouleversent leurs emplois du temps, leurs organisations de vacances, de congés et autres pour être avec leurs petits-enfants. Et donc, je me suis dit, mais en fait, on est face à une génération qui va être la génération la plus mobilisée qu'on n'aura jamais rencontrée autour des petits-enfants. Et donc, je me suis intéressée à ce sujet et j'ai créé Grand Mercredi en ce sens il y a 9 ans maintenant. Et donc, c'est fou parce que tu parles de rôle. Est-ce qu'on est obligé de prendre ce rôle de grands-parents ? Qu'est-ce qu'on attend de nous ? Enfin, je pense qu'en fait, c'est un peu presque devenu une injonction ou est-ce que ça ne l'est pas du tout ? Tu vois, comme on parle d'une bonne mère, est-ce qu'on peut parler de devenir des bons grands-parents ? Est-ce qu'on a des trucs à faire obligatoires ? Est-ce qu'on, du coup, on se culpabilise en tant que grands-parents de ne pas le faire ? Je crois pas qu'il y ait de grands-parents parfaits ou de rôle absolu du grand-parent. En revanche, il y a autant de grands-parents qu'il y a de situations. Il y a des grands-parents qui prennent leur rôle à la naissance, qui sont à la sortie de la maternité et qui vont être les grands-parents des premiers jours. Et ça va être très souvent des grands-parents de jeunes mamans. C'est-à-dire que c'est souvent la mère de la mère, donc la grand-mère maternelle, qui va prendre ce rôle auprès de la maman, qui va être extrêmement présente. C'est souvent ça qu'on observe. Et l'accompagnement. Exactement, l'accompagnement qui est très intime du nourrisson et qui se joue très souvent entre la mère et la fille, quelque part. À ce moment-là, ça c'est assez fort. Et quand on prend son rôle dès la naissance, très souvent des petits-enfants, on observe, nous, chez Grand Mercredi, dans les grands-parents qui nous lisent et qui nous racontent leur rôle, on observe qu'en général, ces grands-parents-là lâchent plus leurs petits-enfants. Il y a presque pas de décrochage, si je puis dire, en tout cas jusqu'à l'adolescence. Donc ça, c'est un premier stéréotype de grands-parents, si je puis dire. Il y a des grands-parents qui sont à distance. C'est tout de même 35% des grands-parents en France qui ne vivent pas dans la même ville que leurs petits-enfants, ou en tout cas à plus de 20 km. Donc ils ne peuvent pas être dans la grand-parentalité du quotidien. Et là, ils vont jouer ce rôle des vacances.
Ils vont jouer ce rôle d'être là pour vivre des aventures en dehors du quotidien des petits-enfants. Donc ça, c'est un autre type de grands-parents. Donc il n'y a pas vraiment de stéréotype de grands-parents absolu. Je pense que c'est à chacun d'inventer son style de grand-parentalité, quoi. On devient grand-parent à 54, attention. 54 pour les femmes, 54 ans pour 56 les femmes. pour les hommes. C'est la moyenne française. Dans 11 ans pour moi, non, c'est sûr que ça va pas m'arriver, ça. Voilà. Donc, trop tôt. Ça, évidemment, ce chiffre tend à évoluer. Mais aujourd'hui, la moyenne, tout de même, c'est 54 pour les femmes, 56 pour les hommes. Ouais, c'est jeune. C'est très jeune. Très jeune. Donc on travaille encore, puisqu'on Oui. prend sa retraite à 61,7 ans. Voilà. Voilà. C'est amené aussi à se prolonger. C'est aussi amené à être prolongé. Donc tout est amené à être prolongé. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ça. Et on a ces petits-enfants 22 jours de vacances par an. D'accord ? 22 jours de vacances par an, en Ça moyenne. fait, Ouais. Voilà, ça fait une espèce de 3 semaines, quoi. Ouais, 3 Mais ce qui est semaines assez par an. logique, puisque les parents travaillent. Bien sûr. Et alors, la semaine, la moyenne, c'est 9 heures par semaine. Ce qui est aussi logique, puisque les femmes qui sont au 4-5e, il n'y en a pas beaucoup. Donc en général, les parents travaillent. 9 heures toute la par semaine, en plus des 21 jours en plus de des 22 vacances. jours, ouais. Ah, moi, chez moi, il y a des factures qui sont pas payées. Donc voilà. Ça dépend aussi d'où tu habites. Ça dépend d'où Voilà. tu habites et ça dépend de si tu es un grand-parent du quotidien. Mais la moyenne est très très drivée par ces grands-parents qui jouent le rôle de ce fameux 3e mode de garde en France, puisque les grands-parents sont le 3e mode de garde en France officiellement aujourd'hui. Donc c'est vraiment une génération qui est Très impliquée. extrêmement impliquée et mobilisée. Et donc, pour nos auditrices, auditeurs qui nous écoutent, on est sur nous, une moyenne d'âge de 35-45 ans. Donc, voilà, très sujette à ces mamans ou papas qui travaillent, donc qui font appel aux grands-parents. Comment est-ce qu'on fait pour bien communiquer finalement avec ses parents qui sont devenus grands-parents ? Comment est-ce que la relation peut s'installer de façon cool, sans trop leur en demander, et en même temps sans être déçu ? Comment est-ce qu'on travaille ? Finalement, c'est aussi une nouvelle relation en tant qu'enfant qu'on a d'un seul coup avec nos parents. Je trouve ça très juste ta question parce que c'est pas facile finalement d'être un grand-parent dans le quotidien. J'entends être un grand-parent qui prend son rôle auprès de ses petits-enfants, veut pas trop empiéter sur le rôle des parents, veut être présent sans en faire trop. Donc c'est pas facile d'être un bon grand-parent et je trouve qu'il faut vraiment que la génération des parents qu'on est nous, on ait la conscience tout de même de ça. Parce de que cette difficulté on leur en demande beaucoup. qu'ils vivent, ouais. On leur en demande beaucoup. Alors pour répondre à ta question, nous chez Grand Mercredi, on dit toujours aux grands-parents que pour bien prendre leur place, il faut qu'ils se créent un univers qui n'est pas celui des parents, qui n'est pas non plus celui de l'école, qui doit être vraiment l'univers des grands-parents et des petits-enfants, qui est un univers qui est alternatif, complémentaire à l'école, à l'univers des parents. Et donc les parents, quelque part, n'ont rien à dire. Un grand-parent qui décide de vivre des petites aventures de son côté avec ses petits-enfants, le parent n'a pas, voilà, dans la mesure où c'est une aventure qui va permettre à tes enfants de bien grandir, à tes enfants d'être heureux, à tes enfants d'apprendre des choses. Exactement. Il n'y a pas de raison qu'il y ait une friction. Là où il y a de la friction, c'est quand le grand-parent commence à rentrer dans un territoire qui est celui des parents ou celui de l'école. Genre quoi, faire les devoirs. Faire trop les devoirs. On peut aider à faire les devoirs pendant les vacances. Parce qu'on a nos petits-enfants pendant 8 jours et qu'il faut qu'on complète à l'école. Mais on ne doit pas être celle qui fait les devoirs le soir quand l'école est terminée. Tout le temps, quoi, ouais. Parce que, et puis c'est pas chouette pour les grands-parents de faire les devoirs avec les parents. C'est pas chouette pour les parents non plus. C'est déjà pas chouette pour les parents du tout. Alors les grands-parents, je veux dire, 40 ans plus tard, se retrouver devant le théorème t'as déjà donné. T'as déjà donné, t'as tout oublié. Et là, tout à coup, on te dit qu'il va falloir que tu fasses les équations ou les fractions à 3 chiffres. Non. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on communique finalement pour que la relation se passe bien, qu'il n'y ait pas de non-dit c'est vrai que parfois, moi j'entends des amis ou ma famille, des beaux grands-parents, je ne sais pas comment on appelle ça, qui, voilà, c'est pas toujours des relations ultra faciles ou appréciées. Comment est-ce qu'on fait pour bien travailler sa relation avec nos parents qui sont les grands-parents de nos enfants ? Et moi, je pense qu'il faut leur laisser prendre leur rôle sans en attendre quelque chose et sans en être dans la direction. Une grand-mère qui s'occupe de ses petits-enfants, elle a son territoire à elle. Les parents ne doivent pas venir rentrer dans ce territoire-là. C'est le territoire, c'est elle qui va choisir les livres, c'est elle qui va choisir les films qu'ils vont regarder, celle qui va choisir l'exposition ou le petit week-end qu'ils vont envie de faire. Les yaourts au chocolat bien ou le trashos. Yaourt, voilà. On dit rien. Mais je crois que qu'est-ce que ça va changer quelque part ?
Qu'une maman aille dire à sa belle-mère ou à sa propre mère, écoute, je veux que les danettes soient bio, qu'est-ce que ça va changer ? En vrai, pas grand-chose. Et je crois que ça va créer de la friction là où c'est pas nécessaire. D'accord. Donc moi, on laisse un tout petit peu de distance et on laisse le grand-parent s'éclater avec ses petits-enfants. Okay. Et on laisse le parent, parfois, si ça déborde, être capable de dire à un grand-père ou à une grand-mère, écoute, là, j'aurais préféré qu'on le fasse comme ça. Et à ce moment-là, c'est cool. Mais je crois qu'il ne faut pas aller plus loin et il ne faut pas essayer de s'immiscer dans le rôle de chacun. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, je l'ai vraiment vécu, pour le coup. Et il y a quand même eu des règles qui ont changé. Par exemple, un truc très bête, mais c'est le fauteuil bébé dans les voitures. Bien sûr. Moi, mes parents, à l'époque, dans les années 70-80, les sièges auto, ça n'existait pas vraiment. On mettait à peine les ceintures de sécurité derrière. Les enfants dormaient sur la plage arrière. Enfin, tu vois, c'était vraiment un rock'n'roll. Et donc, nous, on est arrivés et les parents, tout de suite, ont pris nos enfants, entre mes sœurs et moi, dans les voitures. Et donc là, on leur a imposé les cosy, hyper galères. Enfin, tu vois, avec les ceintures de sécurité. Des grosses galères. Donc, c'est un détail, mais ça a demandé quand même une adaptation, tu vois, donc un peu tout le monde accepter les règles de chacun, donc c'est pas forcément évident ce genre de conversation. Évidemment, mais les règles que les parents imposent avec le maxi-cosy qui pèse 3,5 kg et la poussette je ne sais quoi, et la façon de coucher le bébé, etc., c'est pas nos règles, c'est les règles de la société. Et c'est là où il faut bien, nous on dit toujours chez Grand Mercredi, attention, les parents ils sont pour rien si tout à coup on nous a expliqué que les sièges auto, ça se mettait comme ça, qu'il fallait les mettre dos à la route, qu'il fallait les traîner, que s'il y avait eu le moindre accrochage, il fallait jeter le maxi-cosy ou le siège auto et en racheter un autre. Bon, ça, c'est la société. Donc, c'est ni les grands-parents, ni les parents, c'est la société qui impose ça. Et je crois qu'il faut s'adapter et pas essayer de lutter contre. Mais on dit d'ailleurs toujours aux grands-parents, nous, chez Grand Mercredi, un bon grand-parent, c'est quand même un grand-parent qui accepte et comprend son époque. Je crois que quand on a 60 ans, qu'on a 4 petits-enfants en moyenne, puisqu'on a dans sa vie de grands-parents 4,7 petits-enfants en moyenne, donc une petite tribu tout de même, il faut ne pas essayer de lutter contre son époque et se mettre à contre-courant. L'époque d'aujourd'hui, c'est l'hypersécurité, c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement. Donc voilà. Et donc ça crée de la friction dès lors que les grands-parents disent mais enfin c'est n'importe quoi, ou que les parents sont obligés de lutter pour que les grands-parents comprennent de quoi on se parle. Et donc toi, comment est-ce que tu abordes ça dans ta newsletter Grand Mercredi, justement cette compréhension de l'époque qui n'arrête pas d'évoluer, de changer tu vois, entre l'hypernumérisation, les enfants qui sont hyper connectés très vite, comment est-ce que les grands-parents arrivent à accepter cette époque qui change, qui évolue? Comment est-ce que toi, tu les accompagnes? Alors nous, on a une newsletter qui rentre 3 fois par semaine dans la boîte email gratuitement. Les grands-parents, on est vraiment un média qu'on voulait être absolument gratuit et très universel. On veut parler à tous les types de grands-parents et tous les types de familles. Donc des familles XXL, des toutes petites familles, des familles à la campagne, des familles en ville. On voulait tous les types de familles. Et donc l'idée, c'est de donner aux grands-parents les codes pour être un grand-parent épanoui. Parce qu'un grand-parent épanoui, ça fait une famille épanouie. Ça fait des petits-enfants épanouis, ça fait des parents qui sont aidés. Et donc, quelque part, il y a une alchimie familiale qui se passe. Donc nous, on travaille sur l'épanouissement du grand-parent. Et de comment est-ce que quand on devient une jeune grand-mère à 55, 56 ou 60 ans, on prend son rôle le mieux possible avec l'âge qu'on a et avec l'énergie qu'on a. Et voilà, donc notre métier, c'est vraiment de donner des conseils pour être épanoui. Et on le fait 3 fois par semaine. Ça peut passer par des livres à lire. Ça peut passer par des choses à faire, comme par exemple emmener tous ces petits-enfants marcher en forêt au moins une fois par mois. Donc on va être très connecté à la nature, très connecté au sport, ce qui te fera plaisir. Mais voilà, pour nous, c'est indispensable de mettre le sport et le mouvement au sein de la famille ensemble. On va plutôt favoriser une famille qui part marcher en forêt 2 heures, plutôt qu'une famille qui va passer 2 heures dans un musée devant des tableaux. On va le faire beaucoup. On est plus axé nature et sport ensemble. Et puis c'est gratuit. Mais parce que c'est gratuit, tout le monde peut le faire. Okay. Tout le monde peut aller en forêt 2 heures près de chez soi avec sa famille, passer un moment connecté à la nature et au mouvement et à son corps et à son esprit. Là où les musées, et on l'encourage beaucoup parce qu'on pense que c'est indispensable dans la relation grands-parents-petits-enfants, mais les musées, c'est moins accessible. Tout le monde n'a pas un musée intéressant près de chez soi, etc. Donc on travaille. Il y a plus de règles à respecter. Il y a plus de règles à respecter. On travaille l'universalité du rôle du grand-parent. On veut que tout ce qu'on raconte, tout le monde puisse le faire, près de chez soi, quel que soit le type de sa famille et quel que soit le type de ses petits-enfants. Parce qu'une grand-mère, elle va avoir un petit-fils de 8 ans et une grand-mère ado et une petite fille de 16 ans dans sa tribu.
qu'il faut pouvoir emmener tout le monde en même temps faire le même sujet. Et est-ce que toutes les femmes acceptent facilement de devenir grand-mère ? Je sais que, par exemple, pour ma mère, je sais qu'elle écoute ce podcast, donc, mais elle est tout à fait d'accord avec ce que je vais dire. Ça a été difficile, ce premier passage, notamment, par exemple, sur l'appellation. Je me rappelle très bien qu'elle ne voulait pas qu'on l'appelle mamie. En fait, dans son univers, mamie, c'était vraiment pour les femmes vieilles et pas pour elle. Donc, elle a essayé d'imposer à ma plus grande sœur un autre nom. Finalement, c'est pas venu parce que voilà, pour ma sœur, c'était mamie en fait. Donc, y a peut-être des petits trucs comme ça. Est-ce qu'il faut le préparer ? Est-ce qu'on doit préparer son passage à son rôle de grand-parent ? Est-ce qu'on doit, je sais pas moi, faire de la méditation ou en parler à ses propres enfants pour plus tard ? C'est une super question. On l'a traité dans le premier livre de Grand Mercredi. On avait un chapitre dans lequel on disait « Vous pouvez préparer votre rôle ». Et on avait encouragé les grands-parents à écrire une lettre, à donner ou pas, mais à écrire une lettre pour se projeter dans le rôle de sa vie. Parce que quand on devient grand-parent, encore une fois, on l'est jusqu'à la fin de sa vie. Donc c'est tout de même pas neutre. Et donc, ça passait par à la fois le petit nom, mais ça passait par le type de grands-parents qu'on avait envie d'être. Donc on avait vraiment encouragé les grands-parents à écrire une lettre, à la garder pour les petits-enfants plus tard, à la donner, à la lire un jour. Bon, voilà. Et donc ça avait assez bien marché. Alors, je crois que... Alors déjà, premièrement, mamie est toujours le petit nom le plus donné en France, même avec la nouvelle génération de grands-parents. Donc ça pour rassurer ta mère, en tout cas, mamie est le petit nom le plus donné. Il y a beaucoup de grands-parents qui, aujourd'hui, veulent pas de petit nom de grand-mère. Parce qu'il y a des belles familles, il y a des familles recomposées. Donc, on commence à ne plus avoir... On voit disparaître l'idée du petit nom de grands-parents. Ce que moi, je regrette un peu. Mais voilà, en tout cas, aujourd'hui, on commence à voir émerger ça. Donc, c'est quoi, en fait ? Ils s'appellent par leur prénom ou d'autres noms ? Ou un petit surnom. Voilà, ça peut être quelque chose d'un peu transformé. Je pense à ma mère, toujours, qui se fait appeler Mammouth par mes propres enfants. Ça va, ça te dérange pas ? Non, mais c'est drôle, dans les magasins, parfois, mon fils qui hurle « Mammouth !» à tout le monde. Bon, elle a tout sauf l'air d'un mammouth, mais elle se fait appeler Mammouth. Bon. Donc, je pense qu'il y a une espèce de petite transformation et une modernisation du petit nom. Je ne sais pas si le petit nom vous permet de vous projeter dans votre rôle, mais c'est quand même quelque chose qui est assez... qui était un fait assez marquant. C'est pas rien. C'est pas rien. Okay. Parce que tout à coup, on se fait appeler par un autre. Et oui. Je veux dire, on change de nom quelque part, en tout cas pour ces petits-enfants qui vont vous appeler toute votre vie comme ça. Okay. Mais même après, nous, en tant que parents, finalement, on parle tellement à nos enfants de la mamie ou de la mémé, de la mammouth, ou voilà, que du coup, on l'appelle aussi comme ça. On l'appelle comme ça, exactement. Parce que maman, maintenant, c'est nous, en fait. Donc, mamie, c'est mamie. Exactement. Et du coup, après, si je dis à mes enfants que je parle de... maman, pour eux, ça leur fait bizarre. Alors il faut que je leur parle de mamie. Et là, ils voient tout de suite de quoi je parle. Oui, donc c'est pour ça que le petit nom n'est pas neutre. Mais pour on a des grands-parents, nous, qui nous écrivent en nous disant j'ai pas eu envie de prendre mon rôle, j'ai pas eu envie de le prendre tout de suite. Et nous, on dit, mais chaque étape est la bonne. Je veux dire, c'est pas parce que vous n'êtes pas là tout de suite à la naissance que vous serez pas une grand-mère extraordinaire à l'adolescence, ou que vous serez pas celle qui accompagnera votre petite fille à son mariage. Je veux dire, la vie est suffisamment longue pour qu'on puisse prendre son rôle de grand-parent au moment où on se sent de le prendre. Donc il n'y a pas de culpabilité ou de culpabilisation à avoir sur le sujet, puisque en plus, tout dépend de votre vie. Si vous travaillez, que vous avez 60 ans, que vous êtes débordé de travail et que débarquent les petits-enfants dans votre vie, à quel moment vous allez pouvoir passer du temps avec eux ? Pas tout de suite. Donc le jour où vous ne travaillez plus, là, vous allez prendre le temps d'être avec eux. Donc je crois qu'il y a vraiment, tout type de grands-parents, une situation qui est propre à soi. Donc il y a plein de grands-parents qui ont pris leur rôle un peu plus tard. Ok. Et juste avant, tu as parlé de famille recomposée, que je trouve hyper intéressant, parce que c'est vrai que finalement, avec des familles recomposées, on peut avoir presque 8 grands-parents. Exactement. Donc comment est-ce qu'on gère ça aussi, les emplois du temps, les liens, comment est-ce que ça se passe Alors en fait, on a deux phénomènes qui m'amusent beaucoup, moi, à observer là. C'est l'arrivée des premiers grands-parents recomposés, dans le sens où, ça y est, on est à une espèce de génération où en fait, il y a de plus en plus de familles recomposées. Donc on observe les familles recomposées avec des Noël XXL. Eh oui. Alors on dit beaucoup, nous, si vous pouvez tous vous entendre, même après un divorce ou après une séparation, ça, pour les petits-enfants, c'est extraordinaire, 10 ans plus tard, d'avoir ces familles recomposées qui arrivent à plus ou moins cohabiter au niveau des grands-parents, j'entends. Donc ça, c'est le rêve c'est le monde idéal. Bon. Après... Ça arrive ? Oui, ça arrive. On a des témoignages extraordinaires de grands-parents qui, finalement, 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard, se disent... Enterrer l'âge de guerre. Bien sûr, à l'arrivée des petits-enfants. À l'arrivée des petits-enfants, le temps passe un peu plus vite. On se rapproche des 60, 70 ans.
on a envie de passer du temps avec ses petits-enfants, donc on fait des concessions et on passe du temps avec les autres grands-parents, parce qu'au moins, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup. Ouais, on voit beaucoup ça, et c'est ce que les petits-enfants apportent quelque part comme nouveau regard sur la famille, qui est, on nous dit, c'est le dessert de la vie. Et c'est vrai que c'est un peu, pas la fin de la vie, mais c'est la dernière partie de sa vie quand on devient grand-parent. Être grand-parent, c'est le dessert de la vie. Oui, j'adore cette phrase. C'est hyper beau cette formule, j'aime beaucoup. Et donc finalement, on a des familles recomposées qui disent nous, on a envie de profiter de ce dessert de la vie, donc si on doit passer 2 heures, une journée ou un week-end avec les autres grands-parents, on le fait. Donc ça, c'est des nouveaux sujets qu'on observe. Et puis, on a surtout l'arrivée des grands-pères solos. Puisqu'en fait, c'est une espèce de démographie qui fait qu'il y a de plus en plus de papas qui s'occupent de leurs enfants tout seuls, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on commence à voir arriver des grands-pères extrêmement impliqués, bien plus que la génération d'avant. Et oui. Et donc ça, c'est très intéressant démographiquement à observer. Nous, on a 20% de grands-pères chez Grand Mercredi, mais qui nous posent des questions extrêmement précises. Par exemple on va avoir mon petit-fils ado est amoureux, il m'en a toujours pas parlé, est-ce que je dois insister? Moi, mignon. Moi, je pleure. Le courrier des lecteurs, je pleure. J'adore, c'est tellement mignon. Et donc, on a vraiment des témoignages de grands-pères qui sont extrêmement impliqués dans le rôle de leurs petits-enfants et qui nous posent des questions qui sont des questions psy ou des questions santé ou des questions, quelles activités faire, ça. Et donc, on voit on a des grands-pères qui sont de plus en plus seuls, soit veufs, soit divorcés et qui veulent s'occuper de leurs petits-enfants. Voilà. Donc ça, c'est intéressant. Je trouve que la dimension famille recomposée et la dimension grand-père seul, ça, c'est assez nouveau. Est-ce qu'il y a cette dimension aussi de rendre un peu l'appareil ? Enfin, moi, je sais que ma mère m'en a beaucoup parlé, parce que ma grand-mère s'est beaucoup occupée de nous quand mes parents travaillaient et étaient très occupés. Et en fait, ma mère prend énormément plaisir à s'occuper de mes enfants, mais elle a aussi cette envie de rendre un peu ce qu'elle a reçu en fait de sa mère, à nous le rendre à nous. Enfin, c'est un peu une sorte de transmission, de remercier de cette façon en fait sa propre mère en s'occupant de ses propres petits-enfants. C'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'on s'est posé la question l'autre jour en se disant, est-ce que finalement les grands-parents très impliqués d'aujourd'hui sont des grands-parents qui avaient des propres parents très impliqués ou pas? Est-ce que c'est systématique? C'est le sens un peu de ma question. J'ai pas la réponse, mais ce qu'on observe, alors moi, typiquement, ma mère est une grand-mère extraordinaire, ma grand-mère était une grand-mère extraordinaire. Donc, je dirais que ce qui est certain, c'est quand tu as eu au-dessus de toi des parents qui se sont énormément impliqués dans le rôle de tes propres enfants, donc ton cas à toi, ta grand-mère s'est beaucoup impliquée pour vous et toi et tes sœurs, je pense que tu peux difficilement déserter ton rôle, parce que tu vois à quel point ça a construit tes propres enfants. Moi, je suis complètement enracinée grâce à ma grand-mère, parce qu'elle m'a raconté l'histoire de ma famille, parce qu'elle m'a permis de vivre beaucoup de moments avec mes cousins, mes cousines, parce que quelque part, elle m'a raconté qui était ma mère, d'où venait ma mère, quelle a été l'enfance de ma mère, donc elle m'a complètement construite et enracinée, ma grand-mère, et transmis des valeurs. Donc ma mère l'a vu, ça, l'apport que ça a eu chez moi. Donc quand elle est devenue grand-mère à son tour, quelque part, je pense qu'elle a, de la même façon que la tienne, c'est ça, a eu envie de retransmettre ce rôle. De retransmettre ce rôle. Et donc je pense qu'il y a cette histoire de transmission tout de même dans les familles, où quand le rôle a été particulièrement joué et particulièrement intense, je pense que ça se perpétue, si je puis dire, de génération en génération. Mais je vais étudier le sujet, interroger mes lecteurs et revenir avec cette information. Parce que finalement, c'était jamais posé la question plus que ça. Parce que parfois, c'est juste un peu inconscient, mais voilà, cette espèce de dimension de, voilà, moi j'ai tellement reçu de ma mère, j'ai envie de retransmettre ça, parce que je sais le bienfait que ça peut donner, quoi, en façon consciente, quoi. Mais nous, on fait toujours un parallèle entre bien vieillir et bien grandir. C'est-à-dire qu'une grand-mère... Bien vieillir et bien grandir. Oui. C'est-à-dire qu'une grand-mère une jeune femme qui a 60 ans devient grand-mère, elle va mieux vieillir quelque part qu'une femme qui n'a pas la chance d'être entourée de ses petits-enfants au quotidien. On le voit beaucoup, cette chose-là. C'est-à-dire que ça te force à rester en forme, à rester connecté, à rester à la page, à rester mobile, à être intellectuellement connecté à ton époque. T'as pas tellement de choix quand t'as tes petits-enfants qui viennent te stimuler, te chambouler, te secouer quelque part un peu. Donc ça, on le voit assez fort. Je vieillis très bien entourée de mes petits-enfants. Et un
petit-fils ou une petite fille qui est entouré de grands-parents va bien grandir de manière parallèle ou bien vieillir parce qu'il est enraciné, parce qu'on lui raconte d'où il vient et de ça. Après ça, c'est vrai qu'on entend beaucoup dans les blue zones, enfin voilà, les centenaires, les personnes qui vieillissent longtemps en forme. Généralement, c'est parce qu'elles sont très déjà utiles sociétalement. Donc en fait, finalement, même après une retraite, ça te redonne un rôle social utile et aussi parce que voilà, tu es stimulé intellectuellement comme tu le dis. Et dans cette stimulation intellectuelle, c'est vrai que on imagine très bien le rôle de grands-parents quand les enfants sont petits, bébés, les petits jouets, les petites promenades sur la plage et tout ça. Mais alors après, quand ils sont ados, tu vois, c'est-à-dire que là, mes grands-parents, c'est le cas. Enfin, la majorité de leurs petits-enfants sont des ados, voire des grands ados, voire même des adultes. Et donc là, comment tu fais pour pas devenir un peu le grand-parent qu'on délaisse un peu, parce que peut-être que les enfants ont un peu moins envie de les voir quand tu as 14 ans, 15 ans. Comment est-ce que tu fais pour rester quand même en lien ? Est-ce que là, il y a une transition à envisager ? Et même nous, en tant que parents d'ados, comment est-ce qu'on fait pour maintenir ce lien ? C'est un sujet qui est très délicat. Il y a effectivement une première fracture qui s'opère, on le voit beaucoup, à l'adolescence des enfants, qui finalement se disent « Bon, moi je suis avec mes copains, je ne suis pas en rejet des parents, mais enfin j'ai moins envie d'être avec les parents, donc j'ai encore moins envie d'être avec les grands-parents. » Donc là, les grands-parents doivent vraiment arriver à se créer ce territoire alternatif qui est un territoire de confidence, un territoire de complicité et un territoire de comprendre l'univers dans lequel le petit ado, petite fille ou petit-fils est en train d'évoluer. Donc ça peut être les centres d'intérêt, ça peut être le sport, ça peut être... Le grand-parent doit à un moment donné faire cet exercice de comprendre l'univers de la petite fille ou du petit-fils, quel qu'il soit, le sport, les copains. Qu'est-ce qui l'intéresse vraiment ? Elle aime cuisiner, cette petite fille. Au contraire, ce qu'elle aime plus que tout au monde, c'est les fringues. Je l'emmène voir telle exposition parce que machin. Et donc, c'est créer cet univers bien à part, mais c'est là, on se recentre sur le centre d'intérêt de l'ado, qui est dans l'individualité absolue à ce moment-là, on le sait. Et il a besoin de trouver chez sa grand-mère ou son grand-père quelqu'un qui est OK avec l'individualité. Parce que nous, on ne peut pas être avec les parents. On a des enfants, on est plusieurs, on est une famille. Donc le grand-père, la grand-mère va jouer ce rôle d'être OK avec l'individualité. Ce que l'école ne peut pas faire et ce que les parents ne peuvent pas faire à ce moment-là. Donc ça, c'est le rôle du grand-père et de la grand-mère. Et ça marche, je ne vous dis pas à tous les coups, mais vraiment ça marche. Donc ça, c'est l'adolescence. Et après, l'adulte, tu disais tout à l'heure le sentiment d'utilité. C'est tellement juste ce que tu dis. Moi, d'ailleurs, j'ai créé Grand Mercredi en me disant... Enfin, c'est incroyable à quel point les grands-parents sont utiles. Ouais. Un jour, je sortirai un indice économique pour montrer à quel point, ne serait-ce qu'économiquement, si on enlevait les grands-parents en France, mais la société s'effondrerait. C'est sûr. Et donc, je voulais absolument arriver à démontrer qu'ils étaient investis bénévolement, investis très souvent localement, investis dans son quartier, investis dans son immeuble, investis dans sa famille. Enfin, je veux dire, c'est incroyable à quel point les grands-parents donnent à la société gratuitement. Et donc, ce sentiment d'utilité, ils vont aller le chercher quand les petits-enfants deviennent adultes. Parce qu'on va traverser nos galères, on a nos premiers enfants qui arrivent, et là, on va avoir la grand-mère et le grand-père qui ont vieilli, et qui vont à leur niveau, pas forcément qu'avec de l'argent, surtout pas ce cliché, mais ils vont essayer de soulager les parents, en disant « Est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que je peux venir passer une après-midi ? Est-ce que je peux te permettre d'aller faire 3 courses et de garder tes petits-enfants ?» Donc en fait, le grand-parent qui vieillit devient un arrière-grand-parent qui va chercher constamment à jouer un rôle d'utilité. On pense toujours à j'ai toujours ce petit exemple de cette femme qui ne savait pas très bien quoi faire. Elle avait 80 ans, ses petits-enfants devenaient parents. Et alors, avec sa petite voiture, elle allait chercher tous les jours le linge de tous ses petits-enfants qui étaient dans le quartier. Et en fait, tout ce qu'elle aimait au monde, c'était mettre de la musique, repasser et redéposer le linge. Et c'était évidemment une aide colossale pour les familles, extraordinaire. Et c'était le linge qui était repassé par l'arrière-grand-mère de la famille. C'était tout simple. Mais elle était tellement contente de le faire et elle avait l'impression de participer à leur quotidien en repassant les chemises et les petits pyjamas. Voilà. Donc c'est des choses qui sont... C'est trop beau. Anecdotiques. Ça me donne envie de pleurer rien qu'entendre cette histoire trop belle. Et donc, moi j'adore cette histoire de cette grand-mère qui quelque part se dit comment je pourrais être utile.
Et je pense que c'est ça, voilà, quand les petits-enfants deviennent adultes, c'est vraiment ça. C'est comment est-ce que je peux être utile, comment je peux les aider pour rester dans leur quotidien. Et nous, de notre côté, finalement, comment est-ce qu'on peut faire pour bien les remercier ? Parce que tu vois, moi j'ai encore même ma grand-mère, donc j'ai 43 ans, j'ai encore une grand-mère, c'est incroyable. Elle a 102 ans. Comment est-ce qu'on peut faire pour remercier, que ce soit donc nos grands-parents à nous, qui sont du coup arrière-grands-parents, pour remercier nos parents. C'est vrai qu'à chaque fois, en plus les miens, financièrement, ils sont OK, ils sont pas riches, mais voilà, tout va bien. Qu'est-ce qu'on fait pour les remercier ? Est-ce que c'est des cadeaux ? Est-ce que c'est les appeler ? Comment est-ce qu'on fait pour se rendre compte aussi du rôle qu'ils jouent ? Alors c'est une super question parce que en fait c'est la gratitude. C'est-à-dire les grands-parents, ils n'ont pas besoin de grand-chose, quelque part, quelle que soit la génération. C'est-à-dire nos parents ou nos propres grands-parents, qui ont entre 85 et 100 ans aujourd'hui, ils ont juste besoin de faire un tout petit peu partie de notre quotidien. Un petit coup de fil, une photo. Rien que ça, on oublie, c'est anecdotique, nous, ça ne nous coûte rien. Mais la photo tous les jours, ou 2 fois par semaine, des enfants qui rentrent à l'école, le dernier dessin, le petit récital de piano, machin. C'est idiot. Mais c'est une pensée, ils ont tout à coup l'impression d'être dans notre quotidien, et c'est ça qu'ils cherchent. Et ils ont l'impression de participer finalement au bien grandir des petits-enfants. Donc rien que ça, pour moi, c'est... Donner des nouvelles, quoi. Donner des nouvelles. C'est ça, les remercier. C'est donner des nouvelles, et puis alors après, nous, on dit toujours, envoyer une enveloppe par mois avec des photos, et 3-4 photos, ça nous coûte quoi aujourd'hui d'aller imprimer 3-4 photos, qu'eux ne font plus. Et donc de leur envoyer dans une enveloppe, on ouvre plutôt d'avoir une facture, on a les 4-5 photos du mois, Voilà, c'est des choses idiotes, mais je pense qu'il faut le faire et ça ne nous coûte pas grand-chose et c'est immense pour eux. Donc ça, c'est Et après, nous, on dit beaucoup, la carte postale est morte, réécrivons des cartes postales. C'est idiot, mais de recevoir une carte postale avec 4 lignes qu'ils vont garder, qu'ils vont relire, qu'ils vont mettre sur leur frigidaire. C'est pas ringard, la carte postale, c'est juste merveilleux, quoi. Ouais. Et donc il faut redonner le goût à la carte postale, redonner le goût à l'écriture. Si juste on peut simplifier l'achat des timbres, parce qu'en fait finalement le problème dans les cartes postales, c'est de trouver des timbres désormais. Exactement. C'est fou. Alors que si seulement la Poste nous écoute, ce serait rien de se dire les cartes postales c'est gratuit, on les envoie puis c'est tout. Voilà, ce serait merveilleux. Donc les cartes postales pour nos grands-parents, ça c'est un truc qu'on dit beaucoup chez Grand Mercredi. On dit écrivez des cartes postales aux aînés de la famille. Faites-le. Et je voulais venir aussi avec toi sur un sujet un peu différent, mais qu'est-ce que c'est de ne pas avoir de grands-parents ou d'avoir des grands-parents totalement absents ? Donc tu vois, par exemple, dans mon cas, donc moi j'ai eu 2 grands-parents maternels très présents. Voilà, jusqu'à encore maintenant. Et 2 grands-parents paternels absents, donc parce que ma grand-mère paternelle est décédée quand j'étais très jeune, donc je ne l'ai pas connue, et je n'ai pas connu mon grand-père paternel qui était déjà sorti de la famille. Donc mes grands-parents maternels m'ont énormément aidée, ils font partie entièrement de ma vie, et mes grands-parents paternels que je n'ai pas connus, je ne l'ai pas vécu comme un manque, puisque je ne les ai pas connus, et c'était comme ça, et voilà. Donc finalement, est-ce qu'on est obligé d'avoir des grands-parents pour se construire ? Qu'est-ce que ça fait quand on n'en a pas, ou s'ils sont totalement absents ? Je ne sais pas si on est obligé d'avoir des grands-parents pour bien se construire, mais en tout cas, un enfant qui n'aurait pas de grands-parents va se construire avec des repères autres que ses parents. Ça peut être le parrain, ça peut être la marraine, ça peut être les meilleurs copains qui sont là tous les week-ends. Et ça peut être... Mais il y a quand même on le voit beaucoup, on l'a beaucoup étudié, nous, le sujet chez Grand Mercredi. Les enfants aiment bien se construire tout de même avec d'autres référents adultes que leurs propres parents. Okay. Donc on va chercher une compensation quelque part quand on n'a pas de grands-parents chez d'autres adultes référents. Ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas la chance d'avoir des grands-parents. Et ceux qui n'ont pas à avoir de petits-enfants, les grands-parents, on voit qu'ils s'investissent, ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir des petits-enfants, vont s'investir localement, bénévolement, dans autre chose pour transmettre. Le point clé étant la transmission, d'avoir besoin à 60 ans, 70, 80, de se sentir utile et de transmettre la vie qu'on a eue à d'autres. Donc, si c'est pas ses petits-enfants, c'est d'autres. On va revenir sur ce sujet de pas être grands-parents. Et juste avant, par exemple, donc si on est un parent, et que nos parents à nous, donc les grands-parents, n'ont pas envie de s'impliquer. Même après, plus tard, s'ils arrêtent de travailler, tout ça, ça arrive. Moi, j'ai pas mal de connaissances pour qui ça arrive. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut obliger ou pas ? Enfin, comment est-ce qu'on peut demander ou parler ou travailler finalement cette relation qui n'existe pas vraiment ?
Qu'est-ce qu'on fait aussi pour bien réagir soi? On peut pas non plus peut-être obliger ses parents à devenir grands-parents. Enfin, comment est-ce qu'on travaille ça? Est-ce que c'est peut-être une déception ou voilà, une relation qu'on aimerait mettre en place mais finalement qui n'arrive pas? Comment on fait en tant que parents pour se construire avec nos propres parents qui ne s'investissent pas en tant que grands-parents? Je pense que c'est pas facile déjà. Qu'on peut obliger, je crois, on peut évidemment obliger aucun grand-parent à prendre son rôle de grand-parent. Il n'y a pas de texte de loi qui t'oblige? Non, il y en a une dans l'autre sens. En revanche, c'est bien que tu la poses cette question parce que quand tu es grand-parent, tu as un droit de visite de tes petits-enfants. Hein. Donc ça, c'est important de le savoir. C'est que les grands-parents sont protégés tout de même par cette loi. Okay. Dans l'autre sens, tu ne peux évidemment pas forcer un grand-parent à prendre son rôle. Nous, à chaque fois qu'on nous pose la question, on a des parents qui nous écrivent beaucoup en nous disant Grand Mercredi, vous qui étudiez le rôle de grands-parents, vous qui connaissez les grands-parents par cœur, Et on dit toujours, c'est pas grave, ça viendra ou ça viendra pas. Et si ça vient pas, et que vous avez, vous, besoin de parler de vos parents, parce que quand on est un parent, on a envie de raconter qui était sa mère, qui est sa mère, qui est son père, à ses et les propres enfants posent des questions. Eh bien, on se concentre sur ce qu'on sait. Et moi, je dis, on peut, avec quelques anecdotes, broder plein d'anecdotes pour nos propres enfants. Et donc, on prend ce qu'on a on a envie de raconter, ça peut être bien ou ça peut être moins bien. Mais je pense qu'il faut dire la vérité à ses enfants. Ça sert à rien de se cacher derrière une fausse relation. Donc on peut dire, mes parents n'ont pas très envie d'être grands-parents. Pour l'instant, c'est pas le moment pour eux. Ils n'ont pas le temps, ils travaillent. Peut-être un jour, ce sera le moment. Mais ils ont été des parents extraordinaires. Ou au contraire, papa a été un père génial, maman il avait moins le temps d'eux. Et je pense qu'un enfant, ça sert à rien de lui faire croire à un rôle qui n'existe pas. Parce qu'en fait, il le ressentira à un moment donné. Les enfants sont tout, on le sait. Donc faire croire que cette femme est une grand-mère extraordinaire, je pense que c'est se tromper soi-même et c'est tromper ses propres enfants. Donc ça c'est nous un conseil qu'on donne jamais chez Grand Mercredi. Si les grands-parents veulent pas prendre leur rôle, ils le prennent pas. Et vous, parents, si vous avez besoin de transmettre quelque chose à vos enfants, transmettez ce que vous connaissez, ce que vous savez de vos propres parents, tels qu'ils sont réellement. Donc la vérité, toujours rien que la vérité. Et leur vérité, si on apprécie moyennement ses propres parents ou ses beaux-parents qui deviennent les grands-parents, que ça se passe pas hyper bien, qu'on n'a pas forcément envie d'envoyer nos enfants chez les beaux-parents ou quoi, parce que on les apprécie moyennement, on partage pas les mêmes valeurs, les mêmes idées politiques. Comment est-ce qu'on fait pour accepter ça, être dans un lien quand même cool, respectueux, mais ne pas mentir aussi à ses enfants. Imagine, si toi en tant que parent, tu as des valeurs plutôt, imaginons, centre-gauche, et que tu as des parents, beaux-parents qui ont des valeurs plutôt droite, voire très très de droite, comment est-ce que tu fais? Parce qu'après, du coup, les parents parlent aux petits-enfants et donnent un peu parfois des propos énervés dans la voiture. Oh là là là! Et les enfants rapportent ça. Donc, comment est-ce que tu fais pour pas critiquer? Est-ce que tu peux te permettre de critiquer ce genre de propos et aussi, comparer certaines valeurs? C'est quand même un peu fleuri parfois. Ça peut être très fleuri. Le mélange dans la voiture, là, le centre-gauche et extrême droite, je l'ai pas bien. Mais non, blague à part. En fait, nous, on dit toujours, il y a première étape. Si dans son couple, on est d'accord avec le fait qu'un beau-parent ou un des 4 grands-parents ou des 4 grands-parents est défectueux ou n'a pas une bonne influence sur nos propres enfants. C'est-à-dire que si en couple, en équipe, on se dit la même chose, déjà en général, c'est qu'il y a un problème. Okay. Bon. Donc ça, c'est déjà la première étape. Je dis toujours, on regarde ensemble, on fait avec son mari, sa femme, voilà. Bon, qu'est-ce que t'en penses? Si on est tous du même avis, c'est qu'il n'y a pas de doute, c'est qu'il y a un problème. Bon. On reçoit beaucoup de témoignages. Ma belle-fille ne me donne pas les enfants, ma belle-fille ne me donne pas les petits-enfants, ma belle-fille, ça reste souvent la belle-fille qui a du mal à laisser ses enfants dans la belle famille. Alors nous, on dit toujours un truc, un enfant qui a la chance de se construire avec des grands-parents de type différent, c'est tellement enrichissant. Okay. Il faut le voir comme un enrichissement, même si c'est pas les mêmes valeurs. Même si c'est pas les mêmes valeurs, le parent, c'est la balle au centre. Le parent, on récupère nos enfants, et c'est à nous de rectifier en disant, dans notre territoire, à nous de parents, n'oublions pas quand même qu'on est les parents. Bon, chérie, oui, ta grand-mère est à tel bord, mais je pense que c'est plutôt ça qu'il faut que tu regardes, etc. Mais à partir du moment où ils sont à l'école, avec des camarades qui sont de bords différents, d'origines différentes et autres,
Je veux dire, un enfant qui a la chance de pouvoir partir quelques jours chez des grands-parents à droite et quelques jours chez des grands-parents à gauche, c'est un enfant qui est extrêmement enrichi. Donc je pense qu'il faut beaucoup plus regarder l'enrichissement des enfants plutôt que de se dire « Oh là là, ils vont être mal élevés, ils vont pas bien se nourrir pendant 3 jours et on va leur expliquer que l'extrême droite, c'est bien. » Gros mots, par exemple, ça arrive. Voilà, mais bien sûr, évidemment, ça arrive. Qui fume. Mais en vrai, quand c'est 3-4 jours, il va rien se passer de pire que ça. Okay. Et ils vont sortir enrichis et ils vont se faire un avis. Ça. Moi, je préfère ça plutôt que d'avoir des belles filles ou des parents qui disent « Jamais, je ne veux pas qu'ils voient leurs grands-parents pour 3-4 raisons politiques ou pour 3-4 raisons d'alimentation. » Je trouve pas ça très grave. Par contre, un enfant qui a la chance d'être enrichi par ses grands-parents de tous les côtés, je trouve ça assez merveilleux. Ok, donc il faut quand même toujours le voir comme du plus, même si c'est pas exactement dans le même sens. Il faut le voir, exactement, il faut le voir comme du plus, même si c'est pas dans le même sens. Et au pire, on joue sur la durée, on fait 3 jours plutôt qu'une semaine. Et autres. En revanche, premier barrage, on fait équipe avec le parent en face. Si le parent en face dit « Je suis d'accord, il y a un gros problème », là, on regarde le sujet. C'est-à-dire que, voilà. Oui, après, bon, tu vois, tu as aussi les familles recomposées, donc des parents divorcés. Enfin, tu vois, je pense que pour moi, c'est aussi un sujet hyper important dans le non-divorce. C'est-à-dire que finalement, si tu divorces et que, tu vois, ton ex-conjoint va emmener tes enfants chez des beaux grands-parents que, tu vois, tu connais pas. Enfin, c'est aussi des sujets comme ça hyper compliqués. À gérer. La situation aujourd'hui des familles est extrêmement compliquée. L'exemple que tu donnes, il est tout à fait parlant. Tu n'as jamais entendu parler de ta vie de cette femme qui est donc la mère de la nouvelle femme de ton ex-mari. Voilà. Et elle va s'occuper pendant 5 jours de tes enfants. Et elle fume et tu sais pas où elle habite. Et, tu vois, j'ai des exemples comme ça dans mon entourage. Mais là, tu as le droit en tant que parent de dire « Eh oh, pardon, je suis le parent, si ça vous ennuie pas, j'ai tout de même mon mot à dire. Je connais pas cette femme, c'est où, quoi, qu'est-ce, comment ?» Il y a quand même un principe de réalité à respecter. Mais c'est vrai que ça existe. Bien sûr que ça existe, évidemment. Bon, alors nous, vous ne pouvez pas imaginer les témoignages qu'on reçoit. Mais du coup, après, tu vois, t'imagines, les enfants, ils ont tellement comme ça de mondes parallèles qui existent. Et donc après, toi, en tant que parent, c'est quoi ? Tu dois toujours recadrer, écouter. Enfin, ça demande quand même une ouverture d'esprit extrême. Ça demande, mais nos enfants, la génération de nos enfants ont une ouverture d'esprit qui est 3, 4, 5 fois supérieure aux générations précédentes, à tout point de vue, à la nôtre, bien sûr. Ils vivent avec les copains des parents, parce que on est une génération où on vit en bande de copains, ça c'est certain. Donc ils vivent avec les copains des parents, ce qui n'était pas le cas avant. Ils vivent avec 4, 8 des grands-parents qui sont encore plus présents dans le quotidien. Il y a 30% des grands-parents qui vont à la sortie de l'école au moins une fois par semaine. Ouais, donc c'est dingue. Donc en fait, ils vivent beaucoup plus qu'avant avec leurs propres grands-parents. Tout ce petit monde est mélangé, il y a une mixité à l'école, il y a tout ça. Donc je veux dire, il y a une ouverture d'esprit chez nos enfants qui est bien plus importante que les générations d'avant. Donc ils vont se retrouver à un moment donné à devoir composer, mais c'est beaucoup plus facile pour eux que ce qu'on ne croit. Nous, on voit ça à l'aube de la vie qu'on a nous eue. Mais ils vont devoir se retrouver avec la grand-mère de la nouvelle femme de leur père. Bah voilà, c'est comme ça. Presque, ça fait partie de notre nouvelle époque. Ok. Et oui, en fait, finalement, c'est plus du vivre ensemble que n'importe quelle autre doctrine qu'on peut essayer de leur redonner, quoi. C'est du vivre ensemble. On n'a jamais été dans du collectif. Jamais autant. Jamais. Nos enfants sont en permanence avec nos copains, les copains des copains, les voisins, les machins. On n'a jamais tous autant vécu ensemble. Donc, c'est super beau ce que tu dis, parce que finalement, c'est vrai que parfois, on pense à nos générations d'enfants, on n'arrête pas de penser qu'ils sont finalement enfermés dans leur téléphone, leur messagerie, alors qu'en réalité, ils vivent dans un monde beaucoup plus mixte, mélangé, ouvert que le nôtre. Exactement. Moi, c'est ce que je me dis toujours. J'ai tellement peur des écrans. Moi, effectivement, je vois bien qu'on a des ados qui sont enfermés à scroller et à regarder des choses sur leurs écrans. Ça, c'est terrible. Mais en même temps, on a une époque qui est une époque où tout est beaucoup plus facile, de rencontrer des gens, de se faire des copains, d'avoir les bandes de copains de tes parents, tu rencontres d'autres idées, d'autres valeurs, d'autres traditions. Donc j'ai l'espoir que cette hyper-consommation des écrans soit compensée par l'hyper-ouverture qu'on impose, ou en tout cas qu'on suggère à nos enfants, qui est merveilleuse, qui va les enrichir 3 fois plus que les enfermer devant leurs écrans, j'espère. Hyper intéressant tout ça. Je voudrais qu'on revienne sur le thème de la non-grand-parentalité, parce qu'aujourd'hui,
il y a un déficit de démographie. Les femmes les parents ou les jeunes font de moins en moins d'enfants. Donc, il faut peut-être envisager qu'on ne soit pas grands-parents ou qu'on soit beaucoup moins grands-parents qu'espéré. Je pense que ce chiffre de 4,7 va énormément diminuer les 20 prochaines années. Moi, j'ai vu dans les cercles d'amis de mes parents, certains de leurs amis qui sont très peu grands-parents, un peu pauvres. Enfin, ma mère dit sont grands-parents pauvres, en fait. C'est-à-dire qu'ils auraient pu avoir peut-être 7, 8 petits-enfants. Finalement, ils en ont 2 ou 3, voire 0. Et comment est-ce qu'on peut se préparer au fait de ne pas être grands-parents ? C'est vrai que moi, j'essaie d'éduquer mes enfants au choix. C'est vrai que ma fille me dit quand j'aurai des enfants, je lui dis oui, si tu as envie, enfin, tu vois, de pas l'obliger à penser qu'elle en est. Et en même temps, voilà, je pense que j'adorerais être grand-mère. Mais comment est-ce qu'on se prépare au fait de ne peut-être pas être grands-parents ou de l'être beaucoup plus tard ? Là où je te rejoins, c'est qu'on est à une époque où on va dire à nos enfants, on va dire à nos filles, enfin nos enfants de manière générale, que c'est OK de ne pas avoir d'enfants quelque part. Quand je dis c'est OK, c'est... On les comprend, et qu'on les comprend et que c'est peut-être aussi génial que d'en avoir. C'est pas moins bien. Et on a de plus en plus de gens qui ont effectivement pas d'enfants. Alors pour répondre à ta question, sans être à côté, comment on se prépare ? C'est la même chose que ce que tu disais tout à l'heure sur le sentiment d'utilité. Je pense que c'est capital quand tu vieillis. Bien vieillir, c'est se sentir utile jusqu'à la fin de ses jours. On pense à cette femme qui repasse pour ses petits-enfants. Mais cette femme, elle peut repasser pour les gens de son immeuble. Il y a ce livre qui s'appelle La Petite Dame que j'adore. Attends, vas-y, ce livre. Non, c'est ce livre qui s'appelle La Petite Dame, qui est un livre pour enfants, mais qu'on peut lire en tant qu'adulte. Il faut l'avoir sur sa table basse. Pour moi, c'est une merveille. Et c'est une petite dame dans un immeuble. Et en fait, elle a pas grand monde, donc elle s'occupe des gens de l'immeuble. C'est la petite dame. Bon, il faut le lire. Et c'est merveilleux. Et elle s'occupe des autres parce que quelque part, elle n'a pas ses petits-enfants. Donc en fait, elle vieillit en ayant l'idée que de toutes les façons, il faut qu'elle s'occupe des autres. Donc elle n'a pas de petits-enfants, alors qu'à tous les étages, il y a des grand-mères qui ont des petits-enfants qui débarquent le mercredi, qui viennent le week-end, qui viennent pour les vacances. Mais elle, c'est pas grave. Elle a décidé qu'elle serait une espèce de grand-mère de la vie. Elle n'a pas obligé d'avoir des petits-enfants à elle. Elle est une grand-mère de la vie, donc elle va déposer une petite tarte chez les uns. Elle sonne à la porte chez les autres. Elle glisse un petit poème à lire ce soir à table. Et c'est vraiment cette femme qui décide, quelque part, de vivre sa grand-parentalité sans petits-enfants, mais elle reste une grand-mère, quelque part, pour la société. Et donc, elle décide qu'elle n'est pas une grand-mère démographiquement, au sens où elle n'a pas eu de petits-enfants, mais elle est une grand-mère dans le sens où elle a vécu des choses extraordinaires. Et donc, elle va décider de transmettre dans son immeuble, à son petit niveau local, plein de choses. Et moi, je crois que quand on n'a pas de petits-enfants, le sentiment d'utilité, on peut le vivre avec cette histoire en micro-localité près de chez soi, mais on peut décider d'être une femme qui a une fondation extraordinaire et qui s'occupe d'un sujet qui vous importe, l'éducation des enfants, la place de la femme dans le monde, du bénévolat, exactement. Et donc, moi, je pense que c'est ça, le point commun, si on n'a pas de petits-enfants, c'est de se construire en cherchant en permanence le sentiment d'utilité. Et je crois que c'est vraiment ça le point clé quand on veut bien vieillir, c'est de se sentir utile jusqu'à la fin de ses jours. Et ça, t'en as, toi, des messages parfois de personnes qui n'ont pas de petits-enfants et qui demandent quoi faire, ou est-ce que c'est pas vraiment un sujet, parce que de toute façon, tu contactes que les déjà grands-parents. Non, nous on a aujourd'hui on a des grands-parents qui ont des petits-enfants qui sont inscrits à Grand Mercredi. On a des témoignages de gens qui nous disent, par exemple, je me suis inscrit à Grand Mercredi parce que j'avais envie de comprendre le rôle que je ne vais pas pouvoir jouer, ou qu'est-ce que je pourrais faire pour aider mes amis, ou pour comprendre ma sœur qui devient grand-mère. Donc on a quelques grands-parents qui n'ont pas à proprement parler des petits-enfants, mais on voit bien tout de même que le point clé, c'est les histoires qu'ils vont pouvoir se raconter à eux de leur quotidien. C'est-à-dire qu'à 60 ans, déjà, j'encourage pas, moi, une grand-mère à ne faire que être avec ses petits-enfants, sûrement pas. Parce qu'en fait, on peut être une grand-mère riche dans sa transmission si on fait d'autres choses à côté que de s'occuper de ses petits-enfants. Ça n'occupe pas toutes les journées d'une grand-mère que de s'occuper de ses petits-enfants 9 heures par semaine, même 9 heures par semaine, ce qui est beaucoup, ça n'occupe pas toutes tes journées. Donc on dit toujours, nous, aux grands-parents, organisez-vous un quotidien qui vous ressemble, dans lequel vous vous sentez utile, qui va vous permettre d'être stimulé jusqu'à la fin de vos jours, qui va vous permettre d'être dans la mobilité, dans la stimulation intellectuelle. Bon, voilà. Donc on dit la même chose à ceux qui n'ont pas de petits-enfants. Je pense que c'est important. Avec cette notion de transmission. On a appris tellement à 60 ans, vous avez vécu tellement de choses, il y a tellement de choses à raconter. C'est incroyable.
Et du coup, qu'est-ce qu'il raconte le plus, en fait ? Est-ce que c'est les histoires de famille ? Est-ce que c'est les histoires de moi, quand j'étais petit, il racontait des trucs vraiment qui paraissent insensés, comme, tu vois, papy qui raconte que à l'école, quand il allait, il se prenait des baffes et que c'était normal. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'ils ont envie de raconter ? Moi, on n'a pas de stéréotype de ce qu'ils racontent. Tout de même, l'histoire de la famille, c'est un vrai sujet. Voilà. En plus, on est cette première génération qui n'a, entre guillemets, pas vécu la guerre, puisque... il n'y a pas vraiment une mort de guerre. Exactement. Donc, on n'a pas de transmission de l'histoire avec un grand H, réellement. Et donc, on a plutôt les transmissions d'histoire avec un petit H, si je puis dire, qui sont nos histoires de famille, qui sont notre patrimoine à nous, familial, qui est énorme. Et donc, là où la génération d'avant nous raconte l'après-guerre et nous raconte plutôt l'histoire avec un grand H, parce que c'est vraiment ça. Et donc, moi, je ne sais pas si ça te parle, mais moi, mes grands-parents ne me racontaient pas tellement l'histoire de leur famille. Mais par contre, moi, je me souviens très bien de mon grand-père maternel nous racontant l'après-guerre, la reconstruction, des grands moments. Donc, on se... Oui, si ils racontaient leur histoire de famille, c'était toujours lié à la guerre. Exactement. C'était quand machin était mort après la Première Guerre mondiale. Exactement. Donc, c'était pas du tout... c'était beaucoup moins... on s'abandonnait moins à se raconter nos petites histoires de famille, si je puis dire. Les petits défauts, les petits... Oui. Et là, on est vraiment cette espèce de génération d'anecdotes, cette génération d'histoires de famille, d'habitudes de famille, de portraits de famille. Et donc, c'est assez amusant de voir que c'est quand même ce qui est assez central dans la transmission. Ça et les valeurs. Les valeurs, donc nous, on dit toujours chez Grand Mercredi, faites votre hymne familial, créez vos règles de la famille, espèce de pancarte, les règles de la famille, qu'on voit un peu partout. Nous, on dit, écrivez-les, mais pas les règles, mais écrivez les valeurs. Chez nous, dans la famille machin, depuis toujours, ce qu'on aime, c'est ça. Chez nous, dans un immeuble, on s'occupe des uns des autres. Chez nous, il y a vraiment cet enjeu, quelque part, d'écrire, de transmettre, de laisser une trace dans ce que sont les valeurs de sa famille autour d'une affiche, d'une chanson. Voilà. Et pour terminer, d'un point de vue psychologique, qu'est-ce que ça dit de nous ? Quelle est l'importance en fait d'avoir cette espèce d'arbre généalogique, de transmission ? Et qu'est-ce que ça fait si on n'en a pas en fait ? Pourquoi est-ce que c'est si important de pouvoir se construire avec des anciens ? Parce que, déjà, d'un point de vue du tempérament, tu te rends compte que quand tu as un tempérament, j'en sais rien, que tu es quelqu'un de très très généreux, que tes propres parents ne le sont pas vraiment. C'est quand même une vraie question. Tu te dis, mais comment se fait-il que je sois si tournée vers les autres, à vouloir toujours aider tout le monde, à vouloir m'engager bénévolement et autres, alors que mes propres parents, c'est pas du tout leur sujet, voire ils ne comprennent même pas ce que je raconte. Ça vient bien de quelque part. C'est tout de même... Donc là, tout à coup, de se pencher sur quel était le tempérament de nos grands-parents, qu'est-ce qui les animait au quotidien, qui était ma grand-mère, qu'est-ce qu'elle avait dans l'esprit, qu'est-ce qu'elle avait dans son cœur. Je trouve ça indispensable, quelque part, de savoir ça, parce que c'est souvent, ça saute une génération, très souvent. D'où vient tes yeux bleus, tes longues jambes, ta gourmandise. D'où vient ta gourmandise, d'où vient ton talent incroyable pour la chanson, d'où vient ton envie de transmettre toute la journée à d'autres enfants. Moi, par exemple, j'adore apprendre aux enfants. Mon truc, c'est d'apprendre aux enfants. L'autre jour, je me suis dit, mais c'est marrant parce que j'ai vraiment ce truc en moi, ça vient d'où ? J'ai cherché, j'ai trouvé, ça venait effectivement du dessus. Ça venait pas forcément de mes propres parents, ça venait du dessus. Mais j'ai cherché longtemps pour comprendre, parce que finalement, on me l'avait pas raconté, cette histoire. Et donc, je trouve que pour se construire, savoir pourquoi tout à coup, on est animé par ceci, surtout qu'on est tellement tous dans une quête de soi, on est tellement tous à chercher à être alignés avec qui on est. Et, ça vient évidemment avec d'où on vient. Donc, il y a l'arbre généalogique. Nous, on l'appelle généalogique chez nous, parce qu'on trouve que généalogique, c'est un peu poussiéreux. Donc, l'arbre généalogique qui vous permet de comprendre pourquoi vous êtes un être génial, parce qu'on est tous géniaux quelque part, eh bien, c'est de comprendre au-dessus de soi qu'est-ce que chacun avait en soi de génial, quoi. L'arrière-grand-père, il avait quoi ? Il avait forcément un truc génial. Et donc, voilà, moi, je trouve ça hyper intéressant d'arriver, même si on ne voit pas ses grands-parents, d'arriver à enquêter à sa façon pour essayer de comprendre ce qu'il y avait au-dessus de nous, quoi. Je trouve ça, c'est le début de la spiritualité, mais plus proche de nous, puisque c'est l'aide de notre famille. Oui, tout à fait. Et d'un point de vue, justement, spirituel, donc tu vois, moi, par exemple, j'ai ma grand-mère, donc, qui a 102 ans. Bon, c'est compliqué, hein, elle n'a pas une vie géniale, puisque c'est difficile d'avoir 102 ans. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux ? Tu vois, j'en parlais avec ma mère il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai que finalement, elle a aussi un peu de démence, donc on peut plus vraiment avoir en fait
d'attente par rapport à la psychologie ou la transmission de sa part, alors qu'on aimerait en avoir. Comment est-ce qu'on peut travailler ça, en fait, parce que c'est vrai qu'on a encore des attentes. Moi, tu vois, j'aurais rêvé. Je te parle d'attente, donc voilà. J'aurais rêvé que ma grand-mère, donc de 102 ans, se transforme en Bouddha de la transmission et puisse, tu vois, m'envoyer des messages de sagesse absolue, tu vois, de la grand-mère de 102 ans. Bon, malheureusement, c'est pas le cas. Elle est plus, voilà, dans sa souffrance, ce qu'on comprend, hein. Mais du coup, comment est-ce qu'on peut gérer ça, en fait, en tant qu'adulte, d'avoir des grands-parents, finalement, qui transmettent pas tellement ça, qui sont plus un peu dans la complainte. Je pense que ça peut arriver quand même aussi de la part de grands-parents qui sont un peu enfermés dans des maladies, même sans avoir 102 ans. Mais voilà, tu peux avoir 75 ans, 80 ans, avoir des souffrances, être malade et pas forcément être vraiment centré sur la transmission et plus sur ton propre personnage qui a des difficultés. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Le bien vieillir, il y a bien vieillir et puis il y a mal vieillir. Ou mal vieillir ou vieillir dans la souffrance et pas arriver à bien vieillir, à se connecter à ça. Et pas arriver à transmettre. Je crois qu'à ce moment-là, nous, en tant qu'enfants ou petits-enfants ou parents, enfants, on doit, à mon avis, donner ce qu'on peut donner pour apaiser la personne, mais attendre quelque chose de l'autre. À ce moment-là, je ne sais pas si on ne va pas générer de la frustration et de la déception. Moi, je dis on peut apporter de l'apaisement, on peut essayer d'arriver à capturer quelques bons moments. Et Dieu sait si c'est difficile, parce que les fins de vie sont difficiles. Mais je pense que c'est un moment sur lequel, un moment de vie où on doit être OK de se retirer un petit peu, de se dire, bon, c'est un moment de vie qui est plus long pour cette personne qui, en fait, vieillit dans la souffrance, malheureusement. J'apporte ce que je peux apporter d'apaisement et de bienveillance. Mais malheureusement, je ne peux pas attendre grand-chose. Par contre, les signes viendront peut-être après, une fois là-haut. Et on aura peut-être des signes extraordinaires. Et c'est là où il faudra se dire qu'il faudra essayer de comprendre qui était notre grand-mère, au fond, quelle était son âme réelle. Mais parce qu'elle n'a pas pu, elle a été envahie par la souffrance, mais peut-être qu'elle peut nous envoyer des choses de là-haut, plus tard. Voilà. Donc bon, voilà, je trouve qu'on doit être OK parfois de rien attendre de nos grands-parents. Voilà. OK. C'était hyper intéressant. Donc, on rappelle cette newsletter Grand Mercredi, 3 fois par semaine. Exactement. Ça fait plus de 10 ans que tu la tiens. Et tu as encore des sujets à explorer, des nouvelles idées. Comment tu fais ? Eh bien, la grand-parentalité, c'est infini. Tu vois, on pourrait en parler des heures. Ça touche toutes les générations de la famille. Donc, en fait, on se renouvelle depuis 10 ans. La difficulté, c'est de garder les premiers lecteurs, évidemment, et de continuer à accompagner les nouveaux grands-parents qui rentrent sur ce marché, puisque c'est un très, très grand marché. Mais pour l'instant, ça fonctionne bien. J'ai une équipe formidable. Et donc on continue et on espère qu'on durera jusqu'à la fin des grands-parents qui sont rentrés dans notre média au départ. Voilà. Hyper intéressant, merci beaucoup Sophie pour cette conversation. Merci beaucoup. Alors vous avez vu quelle interview fabuleuse, quel moment d'écoute sincère. Merci de votre soutien à Long Live. Faites-nous part de vos avis, réagissez. Quel est votre rapport à la grand-parentalité et finalement à votre parentalité ? On a hâte de vous lire. Salut et à bientôt.